Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Alors cette semaine, c'est le grand retour d'Hugo parmi nous. Hugo, comment vas-tu? Ça va super, très heureux d'être là. Ça fait un peu bizarre de recommencer à tourner. Ça fait une longue pause. Donc très heureux d'être là. Après avoir tourné un épisode avec Gaëtan Ponce, un gros épisode où on apprend énormément de choses, je te retrouve encore une fois Noah, comment vas-tu? Ben, très bien, très bien. Très heureux d'être là pour la reprise de la saison. On a déjà commencé, comme tu l'as dit, mais du Bidon Collé Show, ce qu'on avait commencé à faire pendant la première saison. Donc, je suis très heureux. Bah oui, on va parler aujourd'hui essentiellement de l'actualité, un peu des rumeurs de transfert, on va un peu se poser sur quelque chose qu'on a vu pendant l'intersaison. Bah les gars, on va commencer directement par le dossier chaud et Maxime Van Gils qui se libère de son contrat chez Lotto Destiny. Alors au moment où on tourne, on n'a pas encore la destination exacte, même si on se dirige vers trois équipes bien définies, soit Astana, soit Ineos ou le grand favori actuellement qui est Red Bull Bora. Hugo, premièrement, comment est-ce que tu as reçu la nouvelle que Maxime Van Gils voulait quitter, enfin en tout cas renégocier son salaire chez Lotto Destiny? Bah déjà j'ai vu qu'il voulait casser son contrat à premier lieu. C'est la première chose que j'ai vue en tout cas. C'était un article. Je me suis dit Yosti c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. Puis directement ça a été relayé très vite et ici en Belgique on voyait ça partout dans tous les médias. Et je trouvais ça choquant un peu parce que il a re-signé cette année. Donc personnellement, moi, j'ai vécu un peu comme c'est pas possible, c'est pas vrai, il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou il y a un problème. Et puis je me suis dit, ben il a cassé son contrat, peut-être, enfin il veut casser son contrat peut-être pour renégocier. Et là, on apprend aussi finalement, c'est sûr et certain, il ne continuera pas avec l'Autodestiny. Ouais, après 7 ans dans la structure Lotto avec l'équipe formation, puis avec l'équipe professionnelle, Maxime Van Gils va quitter. Noah, désolé. Comment toi tu vois cette histoire? Ben, c'est vrai qu'au départ, ça peut être un peu surprenant. C'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus de coureurs qui cassent leur contrat. Je pense que le premier qu'on a vu, ben, c'est Wout van Aert, quand il était chez Sibel, je pense, pour arriver chez Jumbo. Ouais, c'est ça. Donc il était avec l'ancienne équipe Veranda Williams Ouais, Ouais. et en procès avec Nick Noyens. Hein, d'ailleurs, ouais, ouais. c'était passé au, Et je au pense tribunal. que Jumbo était passé à la caisse pour dédommager, je pense, Nick Nuyens. Enfin bref, mais je veux dire, depuis, je pense, là, ça arrive de plus en plus que des coureurs négocient leur contrat ou cassent leur contrat. Je pense que des noms, on peut en citer pas mal. Le but, l'objectif, je sais pas trop. Mais moi, je me pose quand même une question. Quelle est, du coup, la force d'un contrat qui est signé? Qu'est-ce qu'est-ce que ça vaut, en fait, Ouais. simplement? Là-dessus, moi, je vais rebondir directement. Je pense que tout le monde est gagnant aujourd'hui du départ de Maxime Van Gils parce que je reste persuadé que, d'accord, pour l'Autodestiny, c'est une grosse perte au niveau, c'est une grosse perte au niveau sportif. Mais par contre, au niveau financier, ils doivent se retrouver quelque part. Je reste persuadé que actuellement, avec le départ de Destiny, c'est peut-être pas aujourd'hui la situation la plus simple pour l'auto. Et Maxime Van Gils, tout aussi bon coureur qu'il l'est, ben malheureusement aujourd'hui c'est un des plus gros salaires de l'équipe. Et en plus de ça, je reste persuadé que l'équipe qui va partir va dédommager le contrat de Maxime Van Gils. Alors, avant peut-être de revenir sur Maxime Van Gils vraiment, moi je vous propose qu'on reparle, tu parlais de Wout van Aert. Ces dernières années, il y a eu aussi Kian Uijtdebroek l'année passée. On a parlé énormément de Tom Pidcock ces derniers jours, enfin en tout cas pendant l'intersaison. Pendant la saison, on a parlé beaucoup d'Ayuso aussi. Est-ce que vous voyez le système de transfert tout doucement s'installer dans le cyclisme et bah ça on le voit, mais est-ce que c'est une bonne chose, Hugo? Bah, peut-être que maintenant, il va y avoir une clause dans un contrat ou une clause de rachat de contrat. Donc peut-être qu'on va avoir, je sais pas, pour un coureur comme Maxime Van Gils, on va dire, bah, si tu me donnes 4 millions, tu peux t'en sortir, tu peux partir, ou X milliers d'euros, je sais pas. Hein. C'est un exemple de clause qu'il pourrait y avoir dans ce contrat qui pourrait aider à s'en sortir. Maintenant, le problème alors, c'est que
les UAE, les Visma, etc., si du jour au lendemain il y a une blessure dans leur équipe, bah, ils vont pouvoir facilement aller chercher, avec les sous qu'ils ont, un coureur des plus petites équipes, entre guillemets. Et je trouve ça un peu dommage et ça tue un peu le sportif de ce sport qui, pour l'instant, avait toujours survécu un peu à l'argent. Certes, il y a des grosses équipes, mais il y a un nombre de coureurs limité dans une équipe. Il y a enfin, on peut pas avoir tous les meilleurs coureurs, il faut tout dans une équipe. Donc jusqu'à maintenant, ça va encore un peu résister à ça. Maintenant, j'ai un peu peur qu'on se retrouve à des équipes comme UAE qui vont avoir 25 coureurs et qui ont 5 coureurs où on peut peut-être aller chercher un coureur s'il y a un problème ou s'il y a un autre problème. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage. Bah, tu dis ça pourrait, mais ça existe déjà. Des équipes qui mettent des primes de départ ou dans certains contrats, comme dans d'autres sports où ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais je pense que c'est un peu à double tranchant dans le sens où, oui, pour certaines grosses équipes, ça peut être un avantage, mais comme tu l'as un petit peu signifié avec l'Auto Destiny, je pense que les équipes qui perdent entre guillemets les coureurs peuvent aussi s'y retrouver et un petit peu rentabiliser la formation entre guillemets de ce coureur ou des coureurs qui perdent. Et puis il y a aussi la discussion, parce que je pense que ça a quand même un gros rapport, de savoir sur les coureurs qu'on a formés. Ben, comme dans le football, en fait, quand tu as formé un joueur, tu as des rentabilités tout le temps dans plein d'autres sports, même dans les sports équestres aussi. Si le cheval est passé par chez toi, ben, tu as des rentabilités même quand il est plus du tout, quand tu es plus propriétaire, même si je m'éloigne un petit peu, mais c'est juste pour comprendre le principe que quand un coureur est passé par chez toi, que tu as participé à sa formation, ben, ça pourrait être logique, entre guillemets, qu'une équipe Et puis ça paye de... pourrait aider sur certaines formations qui ont du mal entre guillemets en ce moment parce que c'est leur but, c'est pas forcément d'être en World Tour, mais de former des jeunes et de les amener au plus haut niveau. On peut parler de l'équipe d'Axel Merckx par exemple qui forme des coureurs, Trinity qui était enfin une équipe qui faisait Qui va ça aussi. disparaître d'ailleurs. Donc c'est quand même enfin, des équipes. On a reçu TDT il y a quelques jours ici avec Ponce. Bah, s'ils ont une prime à chaque fois qu'ils ont un coureur qui vont peut-être intégrer plus tard le World Tour ou une équipe professionnelle payée, bah, ça pourrait aider quoi. Ouais, tout à fait. Après, je vous rejoins. Pour moi, le seul moyen de subventionner les petites équipes et de niveler un petit peu ce budget, c'est de mettre des primes de départ. Exemple, Arkea cette année, Arkea BNB Hotel a laissé partir Albanese pour rien. Ouais. S'il y avait, parce que le contrat d'Albanese est trop grand pour le futur budget de Arkea BNB Hotel, et donc du coup, pour eux, il est plus avantageux de laisser partir pour rien un coureur que de le laisser dans son effectif. Et donc là, je reste persuadé que des équipes auraient payé pour avoir Albanese dans leur effectif. Si ce système de transfert, de paiement pour avoir un coureur s'installe dans le vélo, aujourd'hui, les équipes formatrices pourraient donner des contrats de 5, 6, 7 ans à des coureurs comme par exemple Binyam Girmay. Intermarché aujourd'hui, Intermarché Wanty, doit toujours se poser la question, est-ce que Girmay va rester dans mon effectif? Est-ce qu'ils vont négocier la même chose que ce que Van Gils est en train de faire, que Kian est en train de faire? S'il existe des clauses de transfert dans le vélo, un jour, bien sûr, Girmay ira chez Visma. Bien sûr, il ira chez Bora ou chez UAE. Mais alors, à ce moment-là, les grands gagnants, ce sera Intermarché. Ce ne sera pas UAE, ce ne sera pas Visma. Donc, pour moi, le montant du transfert arrivera dans les caisses d'Intermarché. Et avec ça, ils vont acheter, ou ils vont payer le transfert. Pas acheter, c'est un mauvais mot, mais payer le transfert de 5, 6, peut-être 10 nouveaux coureurs néo-pro. Et là, tout le cyclisme est gagnant. Euh, ouais, je te rejoins, mais j'ai un peu peur que justement, vu qu'il y ait ces négociations qui sont possibles, etc., que ça hausse les contrats des coureurs et que donc le niveau des budgets des équipes soit plus haut pour être en World Tour. Donc ça, c'est la première crainte. Et aussi que ces transactions soient encadrées par à chaque fois des agents et des personnes qui essayent de plutôt s'enrichir sur ces transactions, qui seront leur boulot et donc qui amèneront
plus de quelque chose de malsain dans ce cyclisme, parce qu'à l'heure actuelle, c'est toujours encore bon enfant. On a vu que Van Gils et Lotto Destiny, bah, ça se sépare, mais on a l'impression que c'est En bon terme. en bon terme. Donc, j'ai plutôt envie que ça reste dans ce niveau-là, mais j'ai peur que ça devienne quelque chose de plutôt plus brut. Ouais, ben, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que la plus grosse dérive, c'est que certaines équipes investissent non pas pour le coureur, mais investissent pour revendre. Et je pense que c'est le plus gros danger de ce genre de système, parce que si jamais le cyclisme gravite uniquement autour de cela, ben, ça va devenir un point important et les équipes gagneront, entre guillemets, leur argent grâce à cela. Et ben, acheter un coureur pour pas lui dire on va un projet à long terme avec nous, où tu vas faire des belles courses, tu vas te développer, mais pour dire, bah, écoute, ton contrat, on pourra le revendre 2 fois plus cher qu'on ce que tu as acheté après, ça devient uniquement du commerce. Donc, on caricature un peu, mais c'est là où je te rejoins totalement. C'est que ce qui fait la beauté du sport aussi, c'est aussi ce côté, un coureur vient dans une équipe, soit c'est la tête de l'équipe, soit c'est un Valverde est resté 17 ans chez Movistar, il a fait vivre l'équipe. Et est-ce que UAE aurait peut-être cherché un gars comme ça aujourd'hui? J'en sais rien. Mais je pense que ça peut casser certaines choses à ce niveau-là. Ouais, je comprends tout à fait vos remarques, mais après ici, il faut pas se plaindre que les petites équipes alors ne touchent pas les rémunérations de leurs fruits, de leur travail. Quand je vois certaines équipes qui se dévouent à 200%, quand on sait comment l'Autodestiny travaille sur son équipe de développement, qui arrive malgré tout dans son équipe de développement à faire passer des coureurs professionnels, que ce soit chez eux, mais des fois dans d'autres équipes. Par exemple, Bingo Wallonie-Bruxelles, J'allais sur y venir. les années précédentes, ils ont ramené des cours de chez l'Autodestiny, développement. Flanders, Baloise a ramené des coureurs de l'équipe de l'Autodestiny, développement. L'Auto aussi, Quickstep a déjà pris des coureurs de chez Devo chez eux. Ce que je veux dire par là, c'est que si à chaque fois ils avaient reçu une indemnité de transfert, aujourd'hui, l'équipe Destiny, l'impact du transfert de Destiny ou la perte du sponsor Destiny aurait peut-être été compensé. Alors, je comprends tout à fait vos remarques. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème dans le vélo. Il y a un problème où il y a 3, 4 structures qui sont omniprésentes, omnipotentes, surdimensionnées au niveau du budget. Ouais. T'as Visma, UAE, Red Bull Bora et Trek. Ineos. Il y a Trek avec peut-être. Ouais, elle est maintenant en 5 avec Trek, tout à fait. Ces équipes-là, et encore Trek, restent dans la logique Ouais. des contrats. On n'a pas encore entendu Non, c'est vrai. des rumeurs ou des transferts, on va dire, pas illégaux, mais pas conventionnels. Ouais. Par Illégal. contre, les 4 autres équipes, là, ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de cash, que quelle est la limite alors? On va avoir sur un grand tour, dans 2 équipes, hein, dans Visma et UAE, on a Pogacar, Van Aert, Vingegaard, Almeida, Yates. Et les gars, à un moment donné, il faut mettre une limite à ça. C'est pas possible. Les 20 meilleurs coureurs du monde, il y en a 5 qui sont dans ces équipes-là. Là, je pense qu'il faut que au moins les équipes formatrices soient récompensées. Oui, ça fait un peu Pro Cycling Manager ce que je vais dire, mais on a déjà parlé plusieurs fois de salary cap et d'autres choses. Est-ce que justement, je veux dire, une réglementation au niveau du montant des transferts pourrait pas aider à réguler ça, avoir un montant maximal en fonction du niveau de l'équipe, évidemment, enfin du niveau dans lequel elle se trouve. Ça pourrait être même plus intéressant et aider à justement niveler ou en tout cas gommer, je vais pas dire toute la différence, mais en tout cas la réduire. Ouais. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. J'y ai vraiment beaucoup pensé parce que pour moi, le salary cap dans un monde idéal, c'est l'idéal. C'est vraiment le paradis. Dans la NBA, je trouve ça vraiment judicieux et très bien fait. Par contre, j'ai appris aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, grâce au super podcast de la Lanterne Rouge, qu'en fait, Mikel Landa, il faut savoir qu'il est au salaire minimum chez Quickstep et que c'est le propriétaire de l'équipe Quickstep qui le paye via une autre société. Et donc, comment est-ce qu'on met des freins à ça alors? Donc, Bacala, qui est le propriétaire de l'équipe Quickstep, paye aujourd'hui Landa, parce que le budget de l'équipe était mort, via une autre société le salaire de Mikel Landa. Ouais, ben, Bah, c'est là où ça devient dangereux un peu, je trouve. Enfin,
de mettre le salary cap parce qu'on va toujours essayer de contourner et ça va toujours être compliqué. Et les plus faciles enfin ceux qui vont avoir le plus facile à contourner en tout cas, c'est vrai que les premières années ça va être des tests et donc du coup ça va être compliqué et ça va marquer un fossé peut-être un peu plus important encore entre les plus petites équipes et les grosses équipes. Et ça, j'ai un peu peur. Et pour revenir parce que je voulais intervenir sur ce que disait Noah, je trouve que c'est très important de quand même, à l'heure actuelle, penser au niveau UCI, de revenir sur les plus petites équipes, parce que au niveau des coureurs qui forment, etc., il n'y a aucune, comme tu le dis, laisse partir pour rien les coureurs. Et c'est quand même assez triste comment on sait que ça coûte un coureur à l'heure actuelle, tout ce qui est encadrement, qu'on parle de stage, les courses, les vélos, etc. Certes, il y a des sponsors, mais à l'heure actuelle, c'est un truc énorme. Et donc, quand on sait que c'est rien, c'est ça qui est fou. Dans n'importe quel sport, ça pourrait être quelque chose, au moins le minimum de la formation ou quelque chose. Ici, on leur donne même pas le salaire qu'on pourrait leur donner dans l'année, quoi. Donc, c'est quand même assez triste. Et je pense c'est sur ça qu'on doit penser plus à l'heure actuelle, plutôt qu'encore déjà allez, on va dire un Salary montant cap. maximum des Pour, équipes. pour juste rebondir sur ce que Boris a dit au niveau du salary cap, je suis totalement d'accord avec toi. On en a parlé aussi il y a quelques jours sur le fait qu'à l'époque Sagan était payé quasi que par Specialized et ne gagnait rien, quasi rien quand il était chez Bora. C'est exactement la même chose. Cependant, tu dis que je connais pas hein, le fonctionnement exact du salary cap en NBA, mais est-ce que tu crois en NBA, ils sont pas sponsorisés par Nike, ils reçoivent pas un énorme chèque en-dessus par Nike? Ça, j'en sais rien. Donc je pense que le problème, il peut se poser partout. Et c'est pas en NBA, c'est pas super génial et ça serait impossible en vélo. Je pense que ça peut être pareil partout et qu'il peut y avoir des gros contrats de grosses multinationales, de grosses marques qui sponsorisent, qui leur égérie ou la personne qui est sponsorisée par eux de manière personnelle, quoi. Ouais, non, alors je te rejoins sur beaucoup de choses. Moi, je suis pas assez spécialiste Mhm. dans le domaine que pour savoir exactement au niveau légal qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Maintenant, il y a un problème, on le voit, et on le voit venir à grands pas. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui le problème. Enfin, à part pour des coureurs qui sont pour moi encore de... je vais être très méchant, mais on n'est pas dans le top mondial. Le top mondial, Maxime Van Gils, c'est un très bon coureur, c'est un top belge, un sub-top mondial. Mais si aujourd'hui je dois mettre 20 coureurs devant lui, il y a peut-être 20 coureurs devant lui pour créer mon équipe. D'accord? Ou peut-être 15 coureurs. Allez. Mais le jour où ça va arriver, avec la pépite qui est là, Paul Sexas de chez Decathlon AG2R, on l'a vu déjà avec Lenny Martinez, il y a Ouais, une j'allais question dire. d'argent. Je pense qu'il va falloir réglementer ça. Le débat du montant des transferts, etc., on ne va pas le résoudre aujourd'hui, même Non. si on aimerait avoir nos spectateurs en commentaire, voir quelle est la solution, si eux, ils ont la solution par rapport à ça. Ce que moi, j'ai envie de savoir, c'est Maxime Van Gils, aujourd'hui, il quitte l'auto. Juste que je le répète, aujourd'hui, on ne sait pas vers où on va, mais je vais vous demander de chacun prendre une équipe. Alors, on pense tous qu'il va aller chez Bora par des principes de base, mais selon vous, où il devrait aller? Allez, Hugo, je te lance. Tu me lances en premier, c'est un peu compliqué, mais Tu veux que je demande à Noah d'abord ou je Non, non, commence non, moi? je vais directement aller sur Bora, comme ça je prends la solution facile. Je le vois bien là-bas, pourquoi? Parce que dans le contexte, on voit que Bora est le plus proche et en plus, ça m'étonnerait pas, comme tu l'as dit, que ce soit Bora, que ce soit l'équipe qui fasse ça. Et en plus, je le vois bien entouré. Enfin, encore une fois, c'est les meilleurs coureurs du monde aussi là-bas. Au niveau Roglic, Vlasov, c'est des super coureurs. Et il va être entouré au niveau des classiques, etc. Ce sera le meilleur entourage possible. Et je pense qu'il aura aussi, à quelques moments de la saison, sur les grands tours, peut-être un peu sa chance où il va devoir travailler quand même, mais il va pouvoir avoir des petits résultats un peu à l'image d'un Lipowitz ici cette saison. Maintenant, il grimpe peut-être pas aussi bien parce qu'il fera pas le classement général comme Lipowitz le fait, mais il aura peut-être sa carte à jouer sur certaines arrivées. Donc moi, je pense que c'est l'équipe qui pourrait lui convenir le mieux. Maintenant, il faudra qu'il fasse sa place parce que comme tu l'as dit, c'est pas le numéro 1 mondial. C'est pas le S'il fait 3 premiers mois avec zéro résultat, c'est pas sûr qu'il soit toujours avec avoir sa carte à jouer sur toutes les courses. On va rebondir d'abord peut-être sur Bora. Noah, je sais pas si tu veux commencer ou je commence peut-être.
Non, mais je peux commencer. Bora, moi je pense qu'il ira chez Bora. Mais pour rebondir sur ce que Hugo a dit, je sais pas si c'est la meilleure équipe pour lui. Pour moi, c'est pas le meilleur choix. Entre les deux autres équipes, ça peut peut-être vous paraître hyper surprenant, mais en y réfléchissant bien, pour un coureur comme ça, je me dis Astana, pourquoi pas, qui a un tout nouveau budget XXL, qui doit un peu reconstruire son équipe, qui était, comme beaucoup d'équipes, une équipe mythique avec des grands champions comme Libali. Et je pense que pour peut-être créer une équipe autour de gars comme Van Gils, et je pense qu'il y a peut-être des places à prendre, et au niveau programme, etc., il aura peut-être plus de choix, et il pourra peut-être rouler pour lui. Alors que moi, si je suis Maxime Van Gils, c'est pas un sprinter à qui il faut absolument un train, ou un gars qui va aller gagner le Tour de France à qui il faut absolument 50 équipiers. Je pense qu'avoir sa carte sur des courses qui lui plaît, c'est déjà important avec quelques équipiers. Donc moi, je rebondirai en disant Astana. Astana. Mais je te laisse juste parler après moi, mais j'aimerais juste dire que s'il va chez Astana, ça voudrait dire que 100% du transfert est lié à l'argent. Enfin, parce que pour moi, ça voudrait dire qu'il quitte une équipe qui est milieu de tableau au World Tour pour une équipe qui actuellement, à l'heure actuelle, bas de tableau au World Tour. Ouais. Ben, je comprends, je prends vos deux arguments. Pour moi, Bora, c'est la pire des trois. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver la majorité de l'année comme équipier. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, s'il va chez Bora, il va avoir un step-up au niveau de la performance, parce que je reste persuadé que le pôle performance chez Bora est vraiment développé. Sur les Ardennaises, bah aujourd'hui, à part Adria, peut-être Vlasov en effet, Roglic en fonction de ce qu'il fait. Sur Liège, Oui, Roglic, il a déjà joué la gagne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il va pas avoir énormément de concurrence sur ce terrain-là. Maintenant, les classiques ardennaises, c'est 2 semaines. Une semaine. C'est l'Amstel, la Flèche, Liège. Sur l'Estrade Bianche, il va se retrouver avec Lascano, il va se retrouver avec Laurens Pitti. Peut-être que là, il a le même niveau que ces coureurs-là. C'est tout. Mais après ça, toute l'année, il va se retrouver au Tour en train de rouler en tête de peloton pour Roglic. Pour moi, ça c'est pour moi pas la bonne solution, même si on le sait tous, hein, on est quasi sûr que c'est là qu'il va se diriger. Astana, ben là par contre moi je vais choisir Ineos, je vais vous expliquer pourquoi après, mais Astana, eh ben finalement avec le recrutement qu'ils ont eu cette année, s'il va sur les Ardennaises, il va se retrouver avec Higuita, il va se retrouver avec, je sais pas, moi je suis en train de réfléchir, mais Diego Ulissi, c'est des très très bons coureurs de classique, mais c'est pas des coureurs qui vont l'enquiquiner ou l'embêter. Et s'il va sur le Tour de France, ben qui sera le leader du Tour de France pour Astana? Fortunato? Franchement, on va pas se mentir. Il n'y a pas de coureurs qui vont lui faire de l'ombre. Alors, il n'y a sûrement pas un coureur de classement général. Et donc, du coup, Maxime Van Gils va pouvoir aller jouer, chasser les étapes. Maintenant, pourquoi Ineos est l'équipe idéale? C'est que, s'il va sur les Ardennaises, il va se retrouver en compagnie de Tom Pidcock. Et alors là, pour moi, aujourd'hui, Tom Pidcock n'est pas dans la meilleure phase de sa carrière. Par contre, Maxime Van Gils l'est. Et cette équipe-là a tout du support, a vraiment tout du support pour mettre en avant un leader qui aujourd'hui est Tom Pidcock ou Maxime Van Gils. Tom Pidcock, depuis des années, il fait quand même les Flandriennes aussi, une grosse partie de l'année. Et donc, du coup, est-ce que ça va pas pousser aussi Tom Pidcock à se booster, à devenir un peu plus leader aussi? En plus de ça, pour Ineos, la saison, elle va être le Giro, la Vuelta, le Tour, et peut-être, franchement, est-ce que c'est la bonne solution d'aller faire le Tour, finalement, pour un coureur comme Maxime Van Gils? Donc voilà, pour moi, la meilleure solution, c'est Ineos. Un pôle, une équipe qui est en train de se reconstruire, qui, l'air de rien, a un pôle très âgé avec des Michael Kwiatkowski qui ont déjà été très performants, qui peuvent lui donner énormément de conseils. Et d'un autre côté, un pôle jeune avec Tom Pidcock, Rodriguez, avec des coureurs qui sont en train de Tarling, qui sont en train de développer. Une équipe plein d'expérience. Et une équipe qui a tellement gagné dans l'histoire. Ils ont besoin d'une nouvelle figure. Et qui de mieux que Maxime Van Gils aujourd'hui? Il n'est pas encore au top,
Mais franchement, avec le bon encadrement, je pense qu'il peut arriver dans le top 10 mondial. Et dans tout le contexte qu'il y a à l'heure actuelle chez Ineos, quand tu vois un peu ce qu'ils ont fait avec Pitcock, quand tu vois un peu comment en ce moment c'est pas le top du top, c'est là peut-être l'une des pires saisons qu'ils ont fait depuis des années, est-ce que toi, à l'heure actuelle, à la place de Matty Gilles, tu serais rassuré par ça? Quand je vois les changements qu'il y a eu chez Ineos cet été, oui. Parce que s'il y a eu un problème. Franchement, Ineos est en train de dégrader depuis Et quelques surtout années qu'on parle que Bernal pourrait partir vers Visma. Ouais. vers Wisma, donc Ouais. il y a des places aussi à prendre là-bas. Ouais, mais donc du coup, ce que je veux juste finir, c'est qu'il y a eu une dégradation de la qualité, et cette année, c'était la pire. Ah, c'est Et certain. vu que c'était la pire, ils ont pris des actions, et il y a eu un changement énorme. Et depuis quelques temps, Tom Pidcock, on l'entend plus. On l'entend plus, mais on sait pas ce qui se passe derrière. Donc on n'est pas à l'abri que dans 3 semaines, on entend Tom Pitcock. Enfin, moi je trouve à l'heure actuelle avec Van Gils, c'est vrai on l'a entendu dans les médias un peu à l'avance, mais on l'a un peu entendu aussi pour Pitcock. Donc au final, est-ce que on n'est pas à l'abri aussi qu'un Pitcock dans 2 semaines, il parte aussi? Donc moi je suis d'accord avec toi, Van Gils, c'est une bonne équipe Ineos, mais pour moi ça reste quand même important. Enfin, s'il va dans une équipe, enfin, comme tu le dis, avec un support comme ça, etc., je pense que chez Ineos, il aura quand même sa place pour faire le Tour de France. Je pense que c'est quand même Sa place, oui. un élément important qui pourrait l'amener là-bas. Mais du coup, d'accord, mais est-ce que tu as envie, quand tu es Maxime Van Gils, tu as envie d'aller faire le tour en tant que soutien plutôt que d'aller gagner des étapes au Giro et à la Volta? Voilà, moi c'est là que je pose. Maintenant, avant, on va quand même avancer aussi Ouais. dans la conversation. Donc on est tous d'accord que on le voit chez Bora finalement. Ouais. Et on vient de faire le débat de où, on a chacun donné des arguments, mais vous êtes sûr que toi tu gardes Bora, que c'est la meilleure équipe? Ben, je pense que c'est là où je le vois le plus actuellement, oui. D'accord. Toi? Je vais garder Astana, mais c'est vrai que tu m'as pas mal convaincu au niveau d'Ineos, mais je pense qu'Astana, rien qu'au niveau, entre guillemets, du manque de grosse qualité, en tout cas, enfin du manque de concurrence qu'il aurait là-bas, je pense que ça peut être pas mal, même si Ineos me semble bien, je vais garder Astana. Ouais, bah je pense que Astana est quand même là où il pourra avoir l'image. J'ai pris Ineos parce que tu avais déjà pris Astana, mais voilà. Enfin, soit c'est déjà trois belles équipes. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il va s'éclater. C'est dommage qu'il reste pas chez Lotto Destiny où il avait vraiment carte blanche. Mais Avec bon, Van ça, c'est Den un Velt, autre- ouais. je trouve que c'était un duo qui avait de la gueule, donc Ouais. c'était dommage. L'UCI parle tout doucement pour un peu obliger les coureurs à faire plus de compétitions, surtout au niveau du cyclocross, de faire des courses, des classements UCI au niveau multidiscipline, c'est-à-dire VTT, route, cyclocross, des pistes ou même d'autres disciplines. Avant de se lancer dans le débat, bonne ou mauvaise chose? À mon avis, ça va être un peu plus rapide comme débat au niveau bonne ou mauvaise chose. Je pense que moi, enfin en tout cas, je suis d'accord pour dire que c'est une mauvaise idée et que à l'heure actuelle, même pour réglementer ça, ça va être très compliqué. Et je pense que, enfin, le VTT, la route, le cyclocross et la piste, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes coureurs, c'est pas les mêmes. Donc je vois pas pourquoi on devrait mettre dans une même équipe forcément des coureurs qui n'ont pas la même discipline et pas les mêmes qualités. Noah, toi t'en penses quoi? Je pense aussi que c'est une mauvaise chose, soit ça a quelque chose de négatif, soit si c'est bien fait, c'est quelque chose d'hyper complexe, parce que les compétitions, c'est déjà dur de savoir quel poids à quelle course, rien qu'en cyclisme sur route, en fonction des points 1, Ouais. point 2, point pro, etc. Alors si en plus on rajoute d'autres disciplines, et qu'en plus dans ces disciplines-là, il y a aussi différentes courses, je pense que ça part un peu dans tous les sens, aussi au niveau du temps consacré à ces disciplines, des disciplines d'hiver où il n'y a pas beaucoup de compétition. La route, il y a des courses quasi tout le temps, 10 mois sur l'année. J'exagère à peine. Donc pour moi, c'est une mauvaise idée. Et puis, oui, ça peut donner des avantages à certaines équipes, mais pas à d'autres. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. En fait, c'est compliqué la vie, je pense. Ouais. Alors je suis d'accord avec vous, hein, mais pour un peu challenger le débat, on est quand même tous contents quand dans les cyclocross, on a Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. On est tous contents quand sur la piste il y avait Cavendish et Bradley Wiggins. On est tous contents en VTT quand il y a Tom Pidcock et Mathieu Van Der Poel. Aujourd'hui, l'UCI doit mettre quelque chose en place pour mettre en avant ces disciplines. La route est l'épreuve phare du vélo. On n'a jamais vu autant de talent, ou en tout cas autant de coureurs pro prêts
et d'être au top niveau. Donc du coup, l'UCI est en train de regarder comment mettre en avant, par exemple, une discipline comme le gravel. Et aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre solution que des points UCI. Je suis pas pour, loin de là, mais je comprends la démarche. Alors, comment est-ce qu'une Omnium sur une piste en un jour peut avoir autant de points qu'un Tour de France? Ce ne sera pas possible, ça c'est sûr. Mais alors, du coup, un coureur de VTT ne sera jamais premier mondial, c'est pas possible non plus. Voilà, je pense que c'est ridicule. Une course de BMX, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Enfin, voilà, c'est tout ça l'un dans l'autre n'a aucun sens. Par contre, il faut trouver un moyen de mettre en avant cette discipline-là, de garder des coureurs comme Wout van Aert, des coureurs comme Mathieu Van Der Poel, qui aujourd'hui viennent sur la route pour Mathieu Van Der Poel faire une vingtaine de compétitions, sur le cyclocross une vingtaine de compétitions, et quand il est bien luné, 4 ou 5 coupes de Coupe du Monde de VTT. Alors on a déjà de la chance de voir ces coureurs-là faire toutes ces disciplines-là, mais comment aujourd'hui redynamiser le VTT? Ça c'est ma question. En tout cas, pas de cette solution-là, parce que je pense, encore une fois, c'est aussi pour tuer les plus petites équipes, les équipes qui font par exemple que du cyclocross ou que du VTT, parce que oui, là on voit Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert venir faire quelques cyclocross parce que c'est leurs premiers amours, parce qu'ils préparent la route pour prendre les primes, pour plein de trucs différents, pour plusieurs raisons. Mais ceux qui ne vivent que pour le cyclocross ont quand même l'opportunité de gagner, de faire quand même leur saison, sans pour autant avoir entre guillemets les deux gros ogres ou les trois si on prend Tom Pidcock, venir sur toutes les courses faire des saisons complètes, alors qu'eux font déjà des saisons complètes en route. Je trouve ça bien, si jamais ça part dans ce sens-là, ben, les meilleurs de chaque discipline iront dans les meilleures équipes de route, et ben, les pauvres équipes qui ne font que du cyclocross ne pourront que disparaître ou que figurer, parce que elles ne pourront pas jouer la gagne et seront moins visibles en tout cas sur ces épreuves-là, et je trouve ça vraiment dommage. Et puis, l'air de rien, moi je pense que un Mathieu Van Der Poel, un Wout van Aert, un Pidcock, et la même chose du côté VTT pour Pidcock, ben ils vont pas changer leur programme même s'il y a les points UCI en plus, parce que bah, pour eux, ils sont quand même dans des équipes qui sont au niveau mondial, même s'ils vont pas faire les classements dans les cyclocross ou quoi, bah pour eux ça change rien, pour les équipes ça change rien. Donc ils vont même pas pouvoir l'avoir en plus comme valeur marchande au niveau point UCI à revendre au niveau valeur des coureurs. Donc je trouve ça un peu inutile de faire ça. La seule chose que ça va faire, ça va amener du désordre et un peu de la malcompréhension des gens qui ne suivent pas forcément le cyclisme à l'heure actuelle. Donc c'est déjà compliqué, comme l'a dit Noah, pour les courses sur route. Et la seule chose que ça peut faire, c'est peut-être les coureurs comme un Benjamin Thomas, le voir sur la piste, ben, ça va l'amputer d'une partie de sa saison route, alors qu'on sait qu'un Benjamin Thomas, ben, s'il faisait de la piste à l'heure actuelle, il n'aurait pas gagné sur le Giro cette année, il n'aurait pas gagné des beaux résultats. Et alors que, pour moi, c'est quelque chose qui te gratifie de justement pouvoir être champion olympique sur la piste et de pouvoir être champion sur route. Donc je trouve que ça enlève beaucoup de choses et je trouve ça dommage. Et il y a des coureurs qui auraient arrêté plus vite la route ou plus vite si on avait fait comme ça. Ouais. Bah, je vous rejoins. Après, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à faire, mais ça, c'est encore un autre débat. On parle peut-être du Giro. Giro qui a des complications énormes à l'heure actuelle pour tout simplement avoir son parcours dévoilé. Donc ça veut dire que pas de parcours. Bon, on ne sait pas encore quels coureurs vont aller sur le Giro. Alors, tant que les conflits Albanie, on va pas rentrer dans le débat, mais l'Albanie, le Giro, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Les gars, il y a deux coureurs qui ont déjà parlé du Giro. C'est Remco Evenepoel qui a dit en fonction du parcours, en fonction du tour, etc., pourquoi pas. Et Jonas Vingegaard qui a fait une déclaration cette semaine. Si un jour dans ma carrière, j'aimerais bien faire Paris-Roubaix, le Ronde et le Giro, est-ce que c'est l'année pour le Giro pour Jonas Vingegaard? Et est-ce que c'est l'année pour Remco Evenepoel? Difficile à voir sans avoir le parcours. On va avoir le parcours presque de la Vuelta et du Tour évidemment dévoilé avant le Giro. Ça devient quand même un peu inquiétant, surtout que je pense que j'ai entendu que le Giro perdait un de ses sponsors principaux, NL, le sponsor du maillot rose.
Donc c'est quand même assez inquiétant. C'est dans pas si longtemps que ça. On va bientôt arriver en 2025. On sait que c'est le premier des grands tours. Et puis on sait que les saisons sont millimétrées par les équipes, que les programmes sont déjà faits à l'avance, que ceux qui vont faire peut-être le Giro ou la Vuelta ont déjà peut-être un programme maintenant. Les stages sont déjà peut-être décalés. Ça peut paraître fou, mais maintenant le cyclisme c'est comme ça. Tout est calculé et dans une saison, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être s'axer sur ce qui est déjà sorti plutôt que le Giro. Et donc, ça peut peut-être faire que le Giro ait un moins beau plateau ou des gens qui iront en dernière minute, des gens qui changeront de programme. Donc, ça peut la zizanie à ce niveau-là, au niveau des programmes, je pense. Je trouve ça un peu triste que ce tour-là ait cette situation-là parce que pour moi c'est le plus joli à voir. C'est mon préféré en tout cas. Et pour revenir sur ta question, Vingegaard, Remco Evenepoel, bah moi Remco j'espère qu'il va y revenir cette année parce que bah, l'air de rien, il a vécu des belles histoires sur le Giro mais aussi un peu des mauvaises et il n'a pas encore gagné le Giro et je ferais l'air de rien, pourquoi pas aller sur le Giro cette année, on sait qu'il y a un peu d'incertitude vis-à-vis des autres concurrents. Pogacar, Vingegaard semble un peu au-dessus du lot à l'heure actuelle. C'est pas l'occasion de compléter son palmarès d'une Vuelta à un Giro sur le même palmarès. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ce sera plus compliqué les autres années parce qu'on sait qu'il y a des beaux coureurs qui arrivent derrière, mais il y a aussi les deux ogres qui vont pouvoir changer leur programme. Donc moi, je suis Remco Evenepoel, je fonce. Maintenant, moi, je suis un Vingegaard. À l'heure actuelle, j'essaye de quand même faire attention parce que on a pris un coup sur la tête l'année passée. Il faut un peu revenir dans les meilleures conditions possibles. Et si ça se passe bien sur le tour, j'envisagerai plus la Volta, encore une fois, parce que ça reste quelque chose qui, s'il prend un deuxième coup sur la tête à l'heure actuelle, cette saison-ci, ce sera plus compliqué à venir sur la troisième année. Ouais, tout à fait. Pogacar va sûrement pas faire le Giro puisque Ayuso est annoncé comme leader pour l'équipe UAE, même s'il y aura sûrement un autre leader avec, vu l'effectif. Et j'aimerais bien rebondir là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'un Ayuso, vu les circonstances, etc., peut gagner ce Giro? Vas-y. Comme j'ai dit, on connaît pas le parcours, ça dépend qui va y aller. Euh, on vient d'en parler, mais c'était d'ailleurs ta première question. Mais si Vingegaard y va, peut-être un peu compliqué, mais je pense qu'Ayuso fait quand même partie des meilleurs coureurs du monde. Il est dans la meilleure équipe du monde. Donc je pense que quoi qu'il arrive, peu importe qui ira sur le Giro, s'il est leader dans cette équipe-là, c'est pas par hasard qu'il est là, rien qu'au niveau programme, forme, etc. Donc je pense clairement qu'il peut gagner. Peut-être son premier grand tour. À voir si Vingegaard vient, ce sera quand même compliqué aussi, mais Bah, Je vais juste revenir sur. Parce qu'on a commencé avec Remco. Pour Ouais. moi aussi, il doit aller sur le Giro cette année. Peu importe. Connaissant les organisateurs du Giro, ils vont Ouais. tout faire pour mettre des chronos. Donc, du coup, pour Certain. moi, Remco doit y aller. Vingegaard, je vais être plus catégorique. Je pense que non. Je pense que Vingegaard, cette année, il doit prouver que c'est le meilleur coureur de grand tour du monde. Et pour ça, il doit gagner le Tour de France. Point. S'il se rate sur le Tour de France, il aura encore une opportunité par la suite avec la Vuelta. Donc pour moi, pas de stress pour Vingegaard. Ayuso, je vais être vraiment très négatif peut-être, Je suis mais je plutôt comme toi. n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que la mentalité qu'il a montré un peu sur le Tour de France cette année fait que est-ce que son équipe va se battre à 200% comme ils le font pour Tadej Pogacar? Première question. Deuxième question, pour l'instant, il a déjà montré qu'il était consistant sur 3 semaines, mais pas encore pour jouer la gagne. Il était consistant pour être plus ou moins là quand les leaders se jouent les attaques. Donc pour moi, il sera accompagné d'un coureur comme Adam Yates ou un coureur comme Almeida. Et selon moi, C'est Almeida qui. des 4 coureurs, c'est peut-être le 4e coureur, ou même d'un Isaac Del Toro. Pour moi, Isaac Del Toro, c'est encore trop court. trop tôt. C'est trop court. Mais pour moi, Ayuso a prouvé un peu plus que Del Toro. Mais je ne serais pas étonné que la jeune garde, Kristen, euh, Del Toro, etc., enquiquine Ayuso, qui lui aussi est quand même assez jeune, mais malheureusement, ça vient directement derrière. Et moi, j'irais même plus loin, c'est que Ayuso, à la fin de l'année prochaine, pour moi, il n'est plus chez eux. Mais moi, je peux rebondir juste sur ce que Boris a dit.
pense que le problème n'est pas forcément encore chez UAE en prime. Je pense qu'il y a aussi une compétition extérieure de cette équipe qui va rendre un second tour compliqué. On parle du Giro. Ben, on a combien de coureurs moi je peux compter devant lui, pour moi, qui sont meilleurs sur 3 semaines. Ça se compte. C'est pas 5 coureurs. On va faire une liste. Ben, par Vingegaard, Remco Evenepoel, Pogacar, pour moi, on peut mettre. Enfin, c'est un des seuls qui a encore gagné un grand tour, mais Carapace peut être Roglic, Carapace. Ouais, Thomas. Thomas, cette année, il fait deuxième du Giro. Là, on peut. Enfin, oui, deuxième ou troisième. Troisième, c'est Martinez qui fait. Martinez qui fait. Bah, et il y a encore des coureurs qui arrivent. Même Landa, pour moi, Carlos Landa, Rodriguez. Almeida. Enfin, c'est bête, mais c'est des coureurs qui vont pouvoir rivaliser avec lui et qu'il n'est pas sûr d'être devant eux. Et même s'il fait un programme sûr sur ça, enfin sûr à 100%, il le fait et qu'il est le leader unique, etc. On n'a aucune certitude au niveau mental, comme tu l'as dit, qui va pouvoir tout supporter jusqu'à la fin. Et même au niveau physique, on a encore des points d'interrogation. Est-ce que, c'est sûrement une bête question, désolé de vous poser la question, mais aujourd'hui, dans votre équipe, Skelmose ou Ayuso, qui a le plus de chances de gagner le Grand Tour? Ayuso. Je pense que Ayuso reste quand même le point de préférence, mais Skelmose a montré de belles choses et je pense qu'on va être surpris sur Skelmose les futurs Ben années. O'Connor ou Ayuso Ayuso. Peut-être pour gagner un Grand Tour? Chrono. Ouais, bah ça reste à définir ça par contre. Mais c'est bête. Enfin, Enric Mas, Ayuso? À part le chrono, je dirais Enric Mas. Mais ouais, Enric Mas. Ayuso, comme quasi tous eux, Almeida aussi, en chrono, c'est quand même du costaud. mais pas face à un Remco, mais peut-être face à un Enric Mas, à un Ben O'Connor, à des gars comme ça. Mais il va prendre du temps sur chrono, mais il va pas prendre. Il prendra pas 3 minutes sur chrono, lui. Enfin, je veux dire, c'est pas un coureur qui il va prendre du temps, mais il va prendre 30 secondes. Il va prendre 1 minute sur certains leaders, 2 minutes, voire grand max. Ça dépend mais des chronos, mais je trouve que c'est quand même pas c'est pas le coureur pour moi où tu as des certitudes à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que moi tout ce que Boris vient de mentionner au niveau coureur ont peut-être plus de certitude sur les qualités pas pures. de certitude, mais tu te poses la question. Tu vois, alors que si tu viens et que Remco vient ou Roglic viennent sur le Giro, parce qu'on n'a pas parlé de Roglic, mais il peut aussi faire encore un grand tour supplémentaire, mais ça c'est encore un autre débat. Kian Uijtdebroek qui va arriver aussi sûrement. Tous ces coureurs-là, l'air de rien, c'est quand même des valeurs qui ont la même valeur que Ayuso pour moi sur un grand tour. La meilleure place d'Ayuso sur un grand tour, c'est quoi, 4, 5e, quelque chose comme ça. Ben, du coup, Kian a fait 4, 5e ou je sais pas de la Vuelta une fois. Ben O'Connor a fait 2e d'une Vuelta. Enric Mas a fait 2e d'une Vuelta. Carapace a gagné un Giro. Donc voilà. A gagné une Vuelta, je pense. Non, c'est pas. Il fait 2e alors. 2e ou 3e, enfin mais c'est une très belle place. Donc voilà. Si veut le mettre sur le Giro, maintenant il faut voir les raisons pour lesquelles il l'annonce aussitôt, etc. Mais on voit dans les grosses équipes, souvent des équipiers ou des gars de seconde zone qui prennent un peu le lead et qui deviennent le leader. Vingegaard était au départ l'équipier de Roglic, Thomas était au départ l'équipier de Froome, mais chaque année, les coureurs restent, en tout cas dans l'ère moderne du cyclisme, les coureurs restent au plus haut niveau ou vainqueurs du Tour de France jouent à la gagne quelques années. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que Vingegaard et Pogacar, c'est la fin, mais après ça, il y a les jeunes qui sont là et chez eux, il y a de la place. Je ne saurais pas dire aujourd'hui si c'est plus Ayuso ou Almeida. C'est peut-être aussi vos préférences personnelles qui disent. Non, c'est vrai qu'au niveau comportemental, Ayuso, c'était peut-être un peu compliqué. Mais Almeida a montré qu'il était monstrueux, mais qu'il avait de temps en temps quand même un jour sans aussi. Donc, on n'est pas là. On peut dire quelque chose de négatif, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas encore premier leader, ou en tout cas leader d'un grand tour. Non, parce que moi, je voulais juste signaler, c'est que aujourd'hui, Almeida et Yates, ils ont dominé le Tour de Suisse. J'ai pas encore vu Ayuso dominer une course par étape de la sorte au niveau du Tour de Suisse ou au niveau du Dauphiné, etc. Après, il est encore jeune. Ouais, il est encore jeune. Les coureurs qu'on vient de mentionner ici, c'est tous des coureurs qui pour moi sont dans le même panier. Ils sont pas plus forts l'un ou l'autre, à part peut-être les 4 Roglic, Pogacar et Vingegaard. Et Remco, je sais pas si je l'ai dit, mais bon, peu importe, ces 4 coureurs-là, tout le reste, pour moi, ils sont au même niveau à quelques détails près. On peut rajouter aussi, comme tu l'as dit, Landa, on peut rajouter Pello Bilbao,
Il y a des dizaines de coureurs de grand tour qui aujourd'hui sont à ce niveau-là. Maintenant, la seule chose, l'avenir nous le dira, hein, mais je pense qu'il est dans la meilleure équipe possible pour pouvoir le gagner. Il aura sûrement un supporting cast qui va être énorme, surtout avec des jeunes, et pourquoi pas des coureurs comme Runeger Eregots ou Michael Bier pour rouler dans la plaine. Et après, on verra un peu ce que l'avenir nous dira. Et puis moi, je lui souhaite, clairement, j'ai rien contre ce cours-là du tout. Je trouve juste que c'est comme tu l'as dit, il n'a pas encore, ce que je voulais mentionner, c'est que il n'a pas encore fait comprendre que c'était le leader unique au départ d'un Giro. Donc quand on démarre le Giro, si lui est sur le Giro, à mon avis, il y aura 4, 5 noms autour de lui qui vont pouvoir lui combattre ce titre de leader. Après, on s'est emballé l'année passée sur Kian, par exemple. Ouais. Mais c'est la même chose. Kian, pour moi, il est dans la même catégorie. Kian est dans une catégorie où il a encore vraiment rien prouvé, si ce n'est qu'il a fait une fois un grand tour au très haut niveau. Et puis, c'est un peu tout et tout. Enfin, il a fait aussi quelques courses pendant l'année. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous ces coureurs-là, en fait, on est fan de ce talent. On est fan de cette capacité à jouer la gagne dans les grands tours. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que c'est pas dans le plan, mais que ce soit vraiment dans la réalité. Le concret. Et ça, ouais. Les gars, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez mentionner pour cette semaine? On a parlé du Giro avec le parcours qui n'était pas sûr. On a juste vu passer que l'Amstel, pour des raisons totalement différentes, les forces de police néerlandaises ne seraient pas en mesure de couvrir l'événement, donc ça menacerait la tenue. Bon, on n'a pas vraiment, enfin en tout cas moi j'ai pas d'autres infos de plus là-dessus, mais voilà, c'est quand même embêtant ce genre de désagrément. Bah ouais, on en saura peut-être plus dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que on a encore un peu le temps avant l'Amstel. Moi, j'aimerais bien juste dire une chose, c'est que je trouve cette saison cyclocross assez passionnante. Je trouve que vis-à-vis de, comme Noah l'a dit, les cadors sont pas là. Bah, je trouve que d'habitude on s'ennuie un peu, et j'ai l'impression que cette année elle est vraiment intéressante parce qu'on a des Thibaut Nys qui gagnent, des Iserbyt qui gagnent, Sweek qui se réveille de nulle part. Je trouve que sur la première ligne au départ. ouais, non, je trouve qu'il y a plein de choses On dirait que magnifiques le à niveau est voir. vraiment lissé, Ouais, vraiment. et on voit des courses de cyclocross, Or- certes certains roulants, mais où ils arrivent à 10 pour la gagne, quoi, j'exagère un Ouais, peu, Non, mais... c'est chouette. Donc c'est la seule chose que je voulais mentionner, que en tout cas les cyclocrossmen vous me faites kiffer et que moi je suis encore devant la TV. Grâce à ça, je ne fais pas de pause sur la saison. Ouais, et sur le voilà. terrain, on est allé voir aussi les crosses. On sera à Namur aussi. Ouais. Pourquoi pas d'Igem, on va voir. En tout cas, c'est un énorme de plaisir de suivre la Ligue des Champions de la piste aussi. Ouais. Enfin, vraiment, dans tous les cas, voilà, c'est le vélo dans toutes les formes. On adore ça. Ouais. En plein dedans. Et ouais, donc merci les gars, franchement, chaque fois j'adore, alors à la limite même quand on a moins de sujets d'actualité mais que des points de débat, ça me fait encore plus Ouais, c'est le kiffant. Hein. plaisir. N'oubliez pas qu'on a eu une émission extraordinaire avec Gaëtan Ponce la semaine passée, n'oubliez pas d'aller la voir. Normalement, je mets bien entre guillemets, on va encore avoir un énorme invité pour nous dans les prochains jours. Restez à l'affût sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Et les gars, Hugo, Ouais, je veux n'oublie pas- juste dire, Ouais. oubliez pas qu'il y a les séries preview. Et je trouve que c'est une série hyper intéressante. Moi, je vais la re-regarder parce que je trouve qu'il y a plein de choses à découvrir. On analyse toutes les équipes et j'espère que vous allez kiffer. Ouais. Ah bah parfait, les gars, allez, Abonnez-vous. Ciao. abonnez-vous.